Il me disait qu'il te détestait. C'est ce que Soraya a dit ce jour-là, devant tout le monde, au moment où elle m'a chassé des funérailles de mon fils, mon propre fils, Maxime. Le cercueil était encore ouvert. Je n'avais même pas eu le temps de poser ma main sur son front une dernière fois. Elle n'a pas le droit d'être ici, a-t-elle hurlé, les yeux secs, le visage parfait, pas une larme. Puis elle s'est tournée vers moi. Et elle a murmuré, juste assez fort pour que j'entende. Il me disait qu'il te détestait. Mon sang s'est glacé. J'ai senti les mains de 2 hommes sur mes épaules. On m'a traîné dehors. J'ai crié, j'ai pleuré. Les gens détournèrent le regard. Personne n'a bougé. Personne n'a dit un mot. Dehors, sous la pluie fine de novembre, j'ai compris une chose. Soraya venait de m'effacer de la vie de mon fils, même après sa mort. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce que personne ne savait, c'est que j'avais quelque chose. Une chose que Maxime m'avait laissée 3 semaines avant de mourir. Un enregistrement. Sa voix. Ses derniers mots. Et dans cet enregistrement, il disait des choses que Soraya aurait préféré ne jamais entendre. Je m'appelle Ethel Pasquier. J'ai 68 ans. Et voici l'histoire que j'ai portée seule pendant bien trop longtemps. Pendant que je vous raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été chassé, rejeté, par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Il y a des souvenirs qui ne s'effacent jamais, même quand tout le reste s'écroule. Maxime est né un matin de juin, il y a 43 ans. Mon mari, Robert, était déjà parti travailler. J'étais seule à la maison quand j'ai senti les premières contractions. J'ai conduit moi-même jusqu'à l'hôpital, les mains tremblantes sur le volant. Quand il est né, il n'a pas pleuré tout de suite. Il m'a regardé. Juste regardé. Ses grands yeux clairs, déjà sérieux, déjà profonds. L'infirmière a dit « C'est un observateur, celui-là ». Elle avait raison. Maxime observait tout. Il écoutait tout. Même enfant, il savait quand quelque chose n'allait pas. Il posait sa petite main sur mon bras et me demandait « Maman, pourquoi tu es triste ?» Il avait 5 ans la première fois qu'il m'a dit ça. Comment un enfant de 5 ans peut-il voir ce qu'un adulte refuse de voir? Nous habitions à Neuilly-sur-Seine, dans un appartement au 4e étage avec vue sur le parc. Robert travaillait dans l'import-export. Moi, je m'occupais de la maison, de Maxime, des dîners, des apparences. C'était une vie calme, ordonnée, prévisible. Le dimanche, nous prenions le petit déjeuner ensemble dans la cuisine. Maxime aimait tremper ses tartines dans son chocolat chaud. Robert lisait Le Figaro en silence. Moi, je regardais par la fenêtre, les arbres du parc, les gens qui promenaient leurs chiens. Des souvenirs simples, des souvenirs qui sentent le café, le beurre fondu, la lumière du matin qui entre par la fenêtre entr'ouverte. Maxime grandissait vite, trop vite. À 12 ans, il avait déjà la voix grave de son père. À 15 ans, il me dépassait d'une tête. À 18 ans, il partait étudier le commerce à HEC. Il voulait créer sa propre entreprise. Il voulait construire quelque chose qui serait à lui. « Maman, je veux être libre », me disait-il souvent. Libre. Ce mot revenait toujours dans sa bouche. Je ne savais pas encore à quel point il chérirait cette liberté, à quel point il se battrait pour la garder. Robert est mort quand Maxime avait 28 ans. Une crise cardiaque, brutale, sans prévenir. Un matin, il s'est effondré dans la salle de bain. Je l'ai trouvé là, les yeux ouverts, le regard fixe. Maxime est arrivé 1 heure plus tard. Il n'a rien dit. Il s'est agenouillé à côté de son père, a posé sa main sur son épaule, et il est resté là, immobile, pendant une éternité. Après l'enterrement, il m'a dit « Maman, tu ne seras jamais seule, je te le promets. » Et il a tenu parole. Pendant des années, Maxime venait me voir tous les dimanches. Nous prenions le thé ensemble, dans le même salon où il avait grandi. Il me racontait son travail, ses projets, ses voyages. Il riait. Il avait ce rire franc, celui qui vient du ventre, celui qu'on ne peut pas imiter. Il était heureux. Ou du moins, je le croyais. C'est à 35 ans qu'il a rencontré Soraya. Elle travaillait dans une galerie d'art contemporain, rue de Seine, à Saint-Germain-des-Prés. Maxime était allé là-bas pour acheter un tableau pour son bureau. Il m'a raconté qu'elle portait une robe noire, des talons vertigineux, les cheveux tirés en arrière. « Elle est différente, maman », m'a-t-il dit ce soir-là, les yeux brillants. Différente. Oui, elle l'était. La première fois que je l'ai rencontrée, elle est arrivée en retard. Maxime avait organisé un dîner chez lui, dans son appartement du 16e arrondissement. J'étais déjà là, assise dans le salon, quand elle est entrée.
Elle ne s'est pas excusée. Elle a embrassé Maxime sur la bouche, devant moi, longuement. Puis elle s'est tournée vers moi et m'a tendu une main molle. « Enchantée », a-t-elle dit, sans sourire. J'ai souri. J'ai dit « moi aussi ». Mais quelque chose en moi s'est refermé ce soir-là. Quelque chose que je n'ai pas su nommer tout de suite. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Une cérémonie intime, dans un château en Bourgogne. Soraya portait une robe blanche signée par un grand couturier. Maxime portait un costume sur mesure. Ils étaient beaux, parfaits, trop parfaits. J'étais assise au premier rang, seule. Robert n'était plus là pour me tenir la main. Pendant la cérémonie, j'ai regardé mon fils dire « oui ». J'ai vu ses yeux, j'ai vu son sourire. Mais j'ai aussi vu quelque chose d'autre. Une hésitation, infime. Une seconde où son regard a vacillé. Personne d'autre ne l'a vu. Mais moi, je l'ai vu. Les premiers mois, tout semblait aller bien. Maxime continuait à venir me voir. Moins souvent, certes. 1 fois toutes les 2 semaines, puis 1 fois par mois. Soraya ne venait jamais avec lui. Elle est occupée, disait-il. Elle n'aime pas trop les visites familiales, ajoutait-il avec un sourire gêné. Je ne disais rien. Je ne voulais pas être cette belle-mère envahissante, celle qui juge, celle qui s'immisce. Mais je voyais les cernes sous ses yeux. Je voyais ses mains qui tremblaient légèrement quand il prenait sa tasse de thé. Je voyais ce regard qu'il avait parfois, ce regard absent, comme s'il était ailleurs. Un dimanche, il est arrivé avec un bleu sur la tempe. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé. « Rien, maman. Je me suis cognée contre une porte. » Il ne me regardait pas dans les yeux. C'était la première fois de sa vie que mon fils me mentait. Puis, il y a eu l'annonce. Un soir de février, Maxime m'a appelé. Sa voix était étrange, trop joyeuse, forcée. « Maman, j'ai une nouvelle. Soraya est enceinte. » Mon cœur s'est serré. Je ne sais pas pourquoi. J'aurais dû être heureuse. J'aurais dû crier de joie. Un petit-fils, une petite fille, une nouvelle vie. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est une peur sourde, inexplicable. « C'est merveilleux, mon chéri, » ai-je dit, et j'ai raccroché. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, une tasse de tilleul froid entre les mains, à regarder la photo de Maxime enfant posée sur la commode. Il souriait. Ce sourire que je ne voyais plus depuis longtemps. Pendant que je vous raconte cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, on sent que quelque chose ne va pas, mais on refuse de le voir. On préfère croire que tout ira bien. Mais la vérité, elle, ne disparaît jamais. Elle attend, silencieuse, patiente. Et un jour, elle frappe à votre porte. Le petit garçon s'appelait Théo. Il est né un matin de septembre, sous un ciel gris. Maxime m'a appelé depuis l'hôpital, la voix tremblante. « Maman, c'est un garçon. Il pèse 3,4 kg. Il est parfait. » J'ai pleuré. Des larmes de joie, bien sûr, mais aussi autre chose. Quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. « Je peux venir te voir ?» ai-je demandé. Un silence. Puis, « Soraya est fatiguée, maman. Laisse-nous quelques jours. Je t'appellerai. » Quelques jours sont devenus 2 semaines, puis 1 mois. Quand j'ai enfin pu voir Théo, il avait déjà 6 semaines. J'ai sonné à la porte de leur appartement, un bouquet de pivoine blanche dans une main, un petit lapin en peluche dans l'autre. Soraya m'a ouvert. Elle portait un peignoir en soie crème, les cheveux détachés. Elle avait l'air reposée, trop reposée pour une jeune mère. « Est-elle » a-t-elle dit sans sourire. « Entre. » Pas de bise, pas de chaleur. Je suis entrée. L'appartement était impeccable. Pas un jouet qui traînait, pas une odeur de lait. Tout était rangé, ordonné, comme dans un magazine de décoration. « Où est Maxime ?» ai-je demandé. « Au bureau. »« Et Théo ?»« Il dort. » Elle m'a conduite jusqu'à la chambre du bébé. Une pièce blanche, minimaliste, avec un berceau en bois clair au centre. Théo dormait sur le dos, emmitouflé dans une couverture beige. Je me suis penchée. J'ai regardé son petit visage, ses joues rondes, ses paupières fermées, ses petits poings serrés. Et là, quelque chose m'a frappé. Il ne ressemblait pas à Maxime. Pas du tout. Maxime avait les yeux clairs, les cheveux châtain clair, le teint pâle. Théo avait la peau mate, les cheveux noirs, des traits qui ne rappelaient en rien ceux de mon fils. « Il ressemble à qui, tu trouves ?» ai-je demandé doucement, sans réfléchir. Soraya s'est raidie. « À moi, évidemment. » Elle avait dit ça sèchement. Trop sèchement. Je n'ai rien ajouté.
Mais ce doute, ce tout petit doute, s'est installé en moi ce jour-là. Les mois ont passé. Maxime venait de moins en moins me voir. Quand il venait, il était toujours pressé. Il regardait son téléphone sans arrêt. Il répondait à des messages pendant que je lui parlais. « Maxime », lui ai-je dit un jour. « Tout va bien ?» Il a levé les yeux de son écran. Il a souri, mais c'était un sourire fatigué. Un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Oui, maman, tout va bien. C'est juste le travail, la vie avec un bébé. C'est beaucoup. Et Soraya, elle t'aide ?» Il a hésité. Une seconde. Juste une seconde. « Oui, bien sûr. » Mais je savais qu'il mentait. Un soir, j'ai essayé d'appeler Maxime. Pas de réponse. J'ai rappelé. Toujours rien. J'ai envoyé un message. « Mon chéri, tout va bien ?» Il m'a répondu 2 heures plus tard. « Oui, désolé. J'étais occupé. » C'est tout. Avant, il m'aurait appelé. Il m'aurait raconté sa journée. Il m'aurait demandé comment j'allais. Mais maintenant, il n'y avait plus que ces messages courts, froids, distants. Quelque chose avait changé. Et ce quelque chose s'appelait Soraya. Puis, un jour, j'ai reçu une invitation. Une carte épaisse, crème, avec des lettres dorées. Vous êtes invité à célébrer le 1er anniversaire de Théo. L'adresse, la date, l'heure, rien de personnel. Pas un mot écrit à la main. J'ai appelé Maxime. « Mon chéri, j'ai reçu l'invitation. C'est gentil. » « Oui, Soraya voulait organiser quelque chose. Et toi, tu voulais aussi ?» Un silence. « Maman, s'il te plaît. » « Ne commence pas. »« Commencez quoi ?»« Tu sais très bien. » Je ne savais pas. Ou plutôt, je ne voulais pas savoir. « D'accord, » ai-je dit doucement. « Je serai là. » Le jour de l'anniversaire de Théo, je suis arrivée avec un cadeau. Une petite voiture en bois, peinte à la main. Maxime avait eu la même quand il était petit. Il l'adorait. L'appartement était rempli de monde. Des couples élégants, des femmes en robes de créateurs, des hommes en costumes impeccables. Tout le monde parlait fort, riait, buvait du champagne. Théo était assis par terre, au milieu du salon, entouré de jouets qu'il ne touchait pas. Il regardait autour de lui, perdu, comme s'il cherchait quelqu'un. Je me suis approchée. « Bonjour Théo », ai-je murmuré en m'agenouillant près de lui. Il m'a regardé, ses grands yeux noirs, si sérieux. J'ai sorti la petite voiture de mon sac. Je l'ai posée devant lui. « Regarde, c'était à ton papa quand il était petit. » Théo a tendu la main. Il a touché la voiture, puis il a souri. Un vrai sourire. Mon cœur s'est réchauffé. Mais à ce moment-là, j'ai senti une présence derrière moi. Soraya. Est-elle? Les invités sont dans le salon. Je me suis retournée. Elle me regardait, les bras croisés, le visage fermé. Je parlais juste à Théo. « Oui, je vois, mais il faut qu'il mange maintenant. » Elle s'est penchée, a pris Théo dans ses bras et est partie sans un mot de plus. Théo m'a regardé par-dessus son épaule. Ses yeux semblaient dire « Ne pars pas ». Mais je ne pouvais rien faire. Plus tard, je cherchais Maxime. Je l'ai trouvé sur le balcon, seul, une coupe de champagne à la main. Il regardait la ville, les lumières, les voitures qui passaient en bas. « Maxime ?» Il a sursauté. « Maman, tu m'as fait peur. Pardon, je voulais juste te parler. » Il a bu une gorgée. Il ne me regardait toujours pas. « De quoi ? De toi. De comment tu vas ? » « Je vais bien. »« Maxime, regarde-moi !» Il a tourné la tête. Et là, j'ai vu. Ses yeux étaient rouges. Pas à cause du champagne, à cause des larmes qu'il retenait. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je murmuré. Il a secoué la tête. « Rien, maman. Rien. C'est juste beaucoup. Tu peux me parler. Tu sais que tu peux tout me dire. » Il a posé sa main sur la mienne. Une main froide, tremblante. « Je sais, mais pas maintenant. Pas ici. » Puis Soraya est apparue à la porte du balcon. « Maxime, on va couper le gâteau. » Elle ne m'a même pas regardée. Maxime a lâché ma main. Il est rentré. Je suis restée seule sur le balcon, dans le froid, avec cette sensation étrange. La sensation que je venais de perdre quelque chose. Quelque chose que je ne pourrais peut-être jamais récupérer. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai trouvé un message sur mon répondeur. La voix de Maxime. « Maman, c'est moi. Je voulais juste te dire merci d'être venue. Et merci pour la voiture. Théo l'adore. Je t'aime. » Sa voix était brisée. J'ai écouté ce message 10 fois, 20 fois. Et j'ai su, à ce moment-là, que quelque chose de grave était en train de se passer. Quelque chose que je ne comprenais pas encore.
mais qui allait tout changer. Parfois, les détails qu'on ignore au début prennent un sens terrible plus tard. Un regard fuyant, une main tremblante, un silence trop long. Et vous, avez-vous déjà senti qu'un être cher souffrait en silence, mais que vous ne pouviez pas l'aider? Racontez-moi dans les commentaires. Les mois qui ont suivi l'anniversaire de Théo ont été étranges. Maxime continuait à m'appeler, mais de moins en moins, une fois par semaine, puis une fois toutes les 2 semaines, puis presque plus du tout. Quand je l'appelais, c'était toujours Soraya qui répondait. « Il n'est pas là, est-elle. Il est occupé. Il te rappellera. » Mais il ne rappelait jamais. Au début, je me suis dit que c'était normal, qu'il était débordé, qu'un bébé change une vie, que je devais être patiente. Je me suis tue, j'ai attendu. J'ai souri quand il fallait sourire. J'ai dit oui quand il fallait dire oui. Parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On se tait, on s'efface, on ne veut pas être un poids, on ne veut pas déranger. On préfère souffrir en silence plutôt que de risquer de perdre ce qu'il nous reste. Un soir de novembre, j'étais seule chez moi. Il pleuvait, cette pluie froide et fine qui s'infiltre partout. J'étais assise dans le salon, une tasse de thé posée sur mes genoux, à regarder par la fenêtre. Mon téléphone a sonné. Maxime. Mon cœur a bondi. Allô? Maman. Sa voix était basse, presque un murmure. Mon chéri, tout va bien? Oui. Non. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Un silence. Long. Trop long. Je peux venir te voir? Maintenant? Bien sûr. Tu veux que je te prépare quelque chose? Non? J'arrive. Il a raccroché. J'ai attendu, le cœur battant, les mains tremblantes. 40 minutes plus tard, il a sonné à ma porte. Quand j'ai ouvert, j'ai eu un choc. Il avait maigri. Ses joues étaient creusées, ses yeux enfoncés. Il portait un jean froissé, un pull noir trop grand pour lui. Ses cheveux étaient en désordre. Maxime. Il est entré sans un mot. Il s'est dirigé vers le salon. Il s'est assis sur le canapé, la tête entre les mains. Je me suis assise à côté de lui. J'ai posé ma main sur son épaule. « Parle-moi. » Il a relevé la tête. Ses yeux étaient rouges. « Maman, je crois que... » Il s'est arrêté. « Tu crois quoi? » « Je crois que Soraya me ment. » Mon sang s'est glacé. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Il a secoué la tête. « Je ne sais pas. Je n'ai pas de preuves. Mais il y a des choses, des petites choses qui ne collent pas. Comme quoi? » Il a pris une grande inspiration. Elle sort beaucoup. Le soir, elle dit qu'elle va voir des amis. Mais elle ne me dit jamais lesquels. Elle rentre tard, parfois à 2 heures du matin. Tu lui as demandé? Oui. Elle se fâche. Elle me dit que je suis jaloux, que je suis parano. Et Théo? Théo reste avec la nounou, ou avec moi. Il a baissé les yeux. Maman, parfois j'ai l'impression qu'elle ne veut plus de moi, qu'elle reste juste parce que, je ne sais pas, par intérêt peut-être. Maxime, tu es son mari, le père de son enfant. Il a ri, un rire amer, un rire qui m'a fait mal. Justement. Quoi, justement? Il m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant. La peur. Maman, Théo, il s'est tu. Quoi, Théo? Il ne me ressemble pas. J'ai senti mon cœur se serrer. Les enfants ne ressemblent pas toujours à leurs parents tout de suite. Non, ce n'est pas ça. C'est... Il a sorti son téléphone. Il a cherché une photo. Il me l'a montrée. C'était une photo de Soraya, prise avant leur mariage, lors d'une soirée. Elle était entourée d'amis. Et à côté d'elle, il y avait un homme. Grand, brun, la peau mate, le sourire éclatant. Tu vois cet homme? Oui, il s'appelle Karim. C'était un ami de Soraya. Avant moi. Et alors? Théo lui ressemble, maman. Exactement. Les mêmes yeux, le même teint, les mêmes traits. J'ai regardé la photo, puis j'ai pensé au petit Théo, à son visage, à ses yeux noirs, et j'ai compris. Tu penses que... Je ne sais pas. Je ne veux pas le croire, mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Il a rangé son téléphone. Il s'est pris la tête entre les mains. « Ah, qu'est-ce que je fais, maman ?» Je ne savais pas quoi répondre, parce que si ce qu'il pensait était vrai, alors tout s'écroulait. Son mariage, sa famille, sa vie. Tu en as parlé à Soraya? Non. Pourquoi? Parce que si je lui en parle, elle va nier. Elle va se mettre en colère, elle va me dire que je suis fou, et si j'ai tort, je vais détruire notre couple pour rien. Et si tu as raison? Il a levé les yeux vers moi. Si j'ai raison, alors je vis avec une menteuse. Et Théo, sa voix s'est brisée. Théo n'est pas mon fils. Cette nuit-là, Maxime est resté dormir chez moi. Il n'a presque pas fermé l'œil.
Je l'entendais se retourner dans le lit, soupirer, se lever, marcher dans le couloir. Au petit matin, je l'ai trouvé assis dans la cuisine, une tasse de café froid devant lui. « Tu n'as pas dormi ?»« Non. »« Qu'est-ce que tu vas faire ?» Il a haussé les épaules. « Je ne sais pas. Continuer, je suppose. Faire comme si tout allait bien. »« Maxime, tu ne peux pas vivre comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je demande un test de paternité? Que je fouille dans ses affaires? Oui, si c'est ce qu'il faut pour savoir la vérité. » Il a secoué la tête. « Maman, je ne veux pas savoir. Pas encore. Parce que si je sais vraiment, alors je devrais agir. Et je ne suis pas prêt. Maxime, s'il te plaît, laisse-moi du temps. Je n'ai rien dit de plus. Parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à affronter une vérité qu'il n'est pas prêt à entendre. Même quand cette vérité est en train de le détruire. Les semaines ont passé. Maxime ne m'a plus appelé. J'ai essayé de le joindre plusieurs fois. Pas de réponse. J'ai envoyé des messages. Rien. Puis, un jour, j'ai reçu un message de Soraya. « Ethel, Maxime va bien. Il est juste très occupé. Ne t'inquiète pas. » Ne t'inquiète pas. Ces 3 mots m'ont glacé le sang. Parce que quand quelqu'un vous dit de ne pas vous inquiéter, c'est souvent qu'il y a une raison de le faire. J'ai essayé de passer chez eux. 2 fois, 3 fois, personne ne répondait. Ou plutôt, Soraya répondait à l'interphone et disait « Ce n'est pas le bon moment, Ethel. Maxime dort. Il n'est pas là. » Toujours une excuse. Toujours un mur entre lui et moi. Et moi, je me soumettais. Je souriais. Je disais « D'accord. » Je repartais. Parce que j'avais peur. Peur de perdre mon fils si j'insistais trop. Peur de devenir cette belle-mère envahissante qu'on repousse. Peur de tout gâcher. Alors, je me suis tue. J'ai attendu. J'ai espéré. Et pendant ce temps, quelque chose de terrible était en train de se passer. Quelque chose dont je ne savais rien. Quelque chose qui allait changer nos vies pour toujours. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Parfois, on se tait pour ne pas perdre ceux qu'on aime. On accepte, on s'efface, on espère que tout finira par s'arranger. Mais le silence ne protège personne. Il nourrit juste le mal qui grandit dans l'ombre. 3 mois se sont écoulés sans nouvelles de Maxime. 3 mois. J'ai appelé. J'ai envoyé des messages. J'ai même écrit une lettre. Une vraie lettre, sur papier, avec un stylo. Comme on faisait avant. Rien. Le silence. Ce silence qui pèse sur la poitrine. Ce silence qui vous réveille la nuit. Ce silence qui vous fait douter de tout. Avais-je fait quelque chose de mal? Avais-je dit quelque chose qui l'avait blessé? Pourquoi mon propre fils m'avait-il effacé de sa vie? Je ne comprenais pas. Et plus le temps passait, plus la peur grandissait en moi. Cette peur sourde, animale, qu'une mère ressent quand elle sent que son enfant est en danger. C'était un mardi après-midi, fin février. Il faisait froid. Le ciel était gris, chargé de neige qui ne tombait pas. J'étais chez moi, en train de plier du linge, quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô ?» Une voix d'homme, jeune, hésitante. « Madame Pasquier ?»« Oui. Qui est à l'appareil ?»« Je m'appelle Lucas. Je travaille avec votre fils. » Enfin, je travaillais. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. « Vous travaillez avec Maxime ?»« Oui. J'étais son assistant, mais il m'a licencié il y a 2 semaines. » « Licencié? Pourquoi ? » Je ne sais pas trop. Il m'a dit que l'entreprise avait des problèmes, que je devais partir. Mais ce n'est pas pour ça que je vous appelle. Alors pourquoi m'appelez-vous ? Un silence. Parce que je m'inquiète pour lui, madame. J'ai senti ma gorge se serrer. Qu'est-ce qui se passe ? Il a changé. Depuis quelques mois. Il ne vient presque plus au bureau. Quand il vient, il est absent. Il perd ses mots. Il oublie des rendez-vous. Il a des bleus sur les bras. Des bleus ? Oui. Une fois, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit qu'il était tombé. Mais je ne l'ai pas cru. Mon sang s'est glacé. Vous pensez que quelqu'un lui fait du mal ? Je ne sais pas. Mais il y a autre chose. Quoi ? Il a reçu un appel, il y a 3 semaines. J'étais dans son bureau. Il était au téléphone. Il criait. Il disait « Tu ne peux pas me faire ça. C'est mon fils. Mon fils !» Puis il a raccroché. Il tremblait. Il avait les larmes aux yeux. Il parlait à qui ? Je ne sais pas. Mais après cet appel, il m'a regardé et il m'a dit « Lucas, si un jour il m'arrive quelque chose, dis à ma mère que je l'aimais. » J'ai senti mes jambes se dérober sous moi. Je me suis assise. Il a dit ça ? Oui.
Pourquoi vous ne l'avez pas aidé? Pourquoi vous n'avez rien fait? J'ai essayé, madame. Je lui ai demandé si tout allait bien. Il m'a dit oui. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Puis, 2 jours plus tard, il m'a licencié. Et vous n'avez plus eu de nouvelles depuis? Non, j'ai essayé de l'appeler, mais il ne répond pas. J'ai fermé les yeux. J'ai essayé de respirer. Merci de m'avoir appelé, Lucas. Madame, si vous le voyez, dites-lui qu'il n'est pas seul. Il a raccroché. Je suis restée assise là, le téléphone à la main, le cœur battant à tout rompre. Mon fils était en danger, et je ne savais pas quoi faire. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. J'ai marché dans mon appartement. J'ai fait du thé que je n'ai pas bu. J'ai regardé par la fenêtre, les lumières de la ville, les voitures qui passaient, et j'ai pris une décision. J'allais aller chez Maxime. Que Soraya le veuille ou non. Que Maxime le veuille ou non. J'allais voir mon fils. Le lendemain matin, je suis partie tôt. J'ai pris le métro jusqu'au 16e arrondissement. J'ai marché jusqu'à leur immeuble. Un immeuble haussmannien, élégant, avec une porte cochère en bois massif. J'ai sonné à l'interphone. Pas de réponse. J'ai sonné encore. Encore. Enfin, une voix. Celle de Soraya. Qui est-ce? C'était elle. Il faut que je parle à Maxime. Il n'est pas là. Soraya, s'il te plaît. C'est important. Je vous ai dit qu'il n'est pas là. Alors je vais attendre. Un silence, puis un déclic. La porte s'est ouverte. Je suis montée au 3e étage. Soraya m'attendait sur le palier, les bras croisés. Elle portait un tailleur noir, des talons. Elle était parfaitement coiffée, maquillée. Comme toujours. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux voir mon fils. Je vous ai dit qu'il n'est pas là. Où est-il? En déplacement. En déplacement où? Ça ne vous regarde pas. J'ai senti la colère monter en moi. Une colère que j'avais retenue trop longtemps. Si, ça me regarde. C'est mon fils. Elle a souri. Un sourire froid, cruel. Votre fils est un homme marié, est-elle. Il a sa propre vie. Vous devriez l'accepter. Je veux juste savoir s'il va bien. Il va très bien. Alors pourquoi il ne m'appelle plus? Pourquoi il ne répond plus à mes messages? Parce qu'il en a assez. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Assez de quoi? De vous, de votre inquiétude constante, de vos questions, de votre présence. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai, il me l'a dit lui-même. J'ai senti les larmes monter. Je ne vous crois pas. Croyez ce que vous voulez. Mais maintenant, partez. Non, je veux le voir. Il n'est pas là. Alors je vais attendre. Elle a fait un pas vers moi. Son regard était dur, glacial. Si vous ne partez pas tout de suite, j'appelle la police. La police? Pourquoi? Je suis sa mère. Vous êtes une intruse. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. J'ai reculé. Pas par peur, mais par choc. Comment cette femme pouvait-elle me parler ainsi? Comment pouvait-elle m'empêcher de voir mon propre fils? J'ai tourné les talons. Je suis descendue les escaliers, les jambes tremblantes, les larmes aux yeux. Et en sortant de l'immeuble, j'ai levé la tête. J'ai vu une fenêtre, au 3e étage. Et derrière cette fenêtre, j'ai vu Maxime. Il me regardait. Nos yeux se sont croisés. J'ai vu sa bouche bouger. Il disait quelque chose, mais je n'entendais pas. Puis Soraya est apparue derrière lui. Elle a tiré le rideau, et il a disparu. Je suis rentrée chez moi en pleurant. J'ai pleuré dans le métro. J'ai pleuré dans la rue. J'ai pleuré dans mon appartement, parce que j'avais vu mon fils, et j'avais vu la prison dans laquelle il vivait. 2 jours plus tard, j'ai reçu une enveloppe. Pas de timbre, pas de nom d'expéditeur, juste mon nom écrit à la main sur l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait une clé USB et un mot, écrit à la main. L'écriture de Maxime. Maman, écoute ça. Mais pas maintenant. Attends. Si quelque chose m'arrive, écoute ça. Et ne fais confiance à personne. Surtout pas à elle. Je t'aime. Monsieur. J'ai tenu cette clé USB dans mes mains. Elle était froide, légère, mais je savais qu'elle contenait quelque chose de lourd. Quelque chose qui allait tout changer. J'ai failli l'écouter tout de suite. Mais le mot disait « Attends ». Alors j'ai attendu. J'ai caché la clé USB dans ma commode, sous des draps, au fond d'un tiroir. Et j'ai prié. J'ai prié pour que rien n'arrive à mon fils. J'ai prié pour que ce qu'il avait enregistré ne soit pas ce que je craignais. J'ai prié pour qu'il y ait encore du temps. Mais au fond de moi, je savais que le temps était compté, que quelque chose de terrible allait se produire, et que je ne pourrais rien faire pour l'empêcher. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous? Qu'auriez-vous fait à ma place,
Si votre enfant vous envoyait un message comme celui-là, l'écouteriez-vous tout de suite? Ou attendriez-vous, comme il vous l'a demandé? 10 jours. C'est le temps qui s'est écoulé entre le moment où j'ai reçu cette clé USB et le moment où tout s'est effondré. 10 jours pendant lesquels j'ai vécu dans l'angoisse. 10 jours pendant lesquels je me suis réveillée chaque matin en me demandant si j'allais recevoir un appel. Le mauvais appel. Celui qu'une mère redoute plus que tout au monde. J'ai essayé de joindre Maxime. Tous les jours, plusieurs fois par jour. Jamais de réponse. J'ai envoyé des messages. Mon chéri, s'il te plaît, réponds-moi. Je m'inquiète. Juste un mot pour me dire que tu vas bien. Rien. Le silence. Ce silence qui vous dévore de l'intérieur. C'était un jeudi soir. Il était presque 22 heures. J'étais assise dans mon salon, une tasse de camomille entre les mains, à regarder la télévision sans la voir. Mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché immédiatement. Allô? Madame Pasquier? Une voix d'homme. Grave. Officielle. Oui. Je suis le commandant Mercier, de la police judiciaire. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Madame, je suis désolé de vous appeler à cette heure. C'est au sujet de votre fils, Maxime Pasquier. Quoi? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un silence. Madame, votre fils a été retrouvé ce soir à son domicile. Il est décédé. Le monde s'est effondré. Je n'ai plus entendu ce qu'il disait. Les mots tournaient dans ma tête, mais ils n'avaient pas de sens. Décédé. 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 Madame, vous êtes toujours là? Comment est-ce arrivé? Nous enquêtons encore, mais tout indique un accident, une chute dans les escaliers. Une chute? Oui, c'est sa femme qui l'a trouvé. Elle a appelé les secours immédiatement, mais il était déjà trop tard. Sa femme, Soraya. J'ai senti la nausée monter. Je veux le voir. Madame, je comprends, mais je veux voir mon fils. Bien sûr, vous pourrez venir demain matin. Je vous enverrai l'adresse. Demain? Non. Maintenant. Madame, il est tard, et nous devons encore. Maintenant. Ma voix s'est brisée. J'ai fondu en larmes. Le commandant a soupiré. D'accord. Je vais voir ce que je peux faire. 1 heure plus tard, j'étais dans un taxi, en route vers l'Institut médico-légal. Je ne me souviens pas du trajet. Je ne me souviens que du froid. Ce froid qui vous envahit quand tout ce qui avait du sens disparaît. Quand je suis arrivée, un policier m'attendait. Jeune, le regard compatissant. Madame Pasquier? Oui, par ici. Il m'a conduite dans un couloir blanc, trop blanc, avec des néons qui bourdonnaient au plafond. Une odeur de désinfectant qui brûlait les narines. Il a ouvert une porte. Prenez votre temps. Je suis entrée, et je l'ai vu. Maxime, mon fils, allongé sur une table métallique, recouvert d'un drap blanc jusqu'à la poitrine. Son visage était pâle, ses yeux fermés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes. On aurait dit qu'il dormait, mais il ne dormait pas. Il était parti. Je me suis approchée. J'ai posé ma main sur la sienne. Elle était froide, si froide. Mon bébé, ai-je murmuré. Mon tout petit. J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré de ma vie. J'ai pleuré pour toutes les fois où je n'avais pas pu le protéger. Pour toutes les fois où j'aurais dû insister. Pour toutes les fois où je m'étais tue. Et pendant que je pleurais, j'ai remarqué quelque chose. Son cou. Il y avait des marques. Rouges. Comme des traces de doigts. J'ai frissonné. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé au policier qui était resté près de la porte. Quoi donc? Ces marques. Sur son cou. Il s'est approché. Il a regardé. Ce sont des ecchymoses. Elles peuvent survenir lors d'une chute ou lors d'une strangulation. Il m'a regardé, surpris. Madame, nous n'avons aucune raison de penser que... Vous avez interrogé sa femme? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle était sortie faire des courses, qu'elle est rentrée et qu'elle l'a trouvée en bas des escaliers. Et vous la croyez? Madame, nous n'avons aucune raison de ne pas la croire. Moi, j'en ai une. Laquelle? J'ai hésité. Devais-je parler de la clé USB maintenant? Devais-je leur dire que Maxime m'avait prévenu? Non, pas encore, parce que je ne savais pas ce qu'il y avait sur cette clé. Et si je parlais trop tôt, Soraya pourrait tout nier, tout détruire. Rien, ai-je murmuré. Oublié. Le policier a hoché la tête. Madame, je suis vraiment désolé pour votre perte. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, merci. Je suis restée encore un moment avec Maxime. J'ai caressé ses cheveux. J'ai embrassé son front. Je te promets, ai-je murmuré à son oreille.
Je te promets que je vais découvrir la vérité. Et je te promets qu'elle ne s'en sortira pas comme ça. Quand je suis rentrée chez moi, il était presque 3 heures du matin. Je me suis assise dans le salon. J'ai allumé toutes les lumières. Parce que je ne supportais pas l'obscurité. Et j'ai pensé à la clé USB. Maxime m'avait dit, si quelque chose m'arrive, écoute ça. Quelque chose lui était arrivé. Il était temps. J'ai sorti la clé USB de ma commode. Je l'ai tenue dans ma main. Elle était si petite, si légère, mais je savais qu'elle contenait la vérité. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai inséré la clé. Un seul fichier. Un enregistrement audio. J'ai cliqué dessus. Et j'ai entendu la voix de mon fils. « Maman, si tu écoutes ça, c'est que quelque chose m'est arrivé. » Sa voix était calme, trop calme, comme s'il avait accepté son destin. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je dois te dire la vérité. Toute la vérité, parce que tu es la seule en qui je peux avoir confiance. Il a pris une grande inspiration. Soraya me trompe, depuis le début, je crois, avec un homme qui s'appelle Karim. Tu te souviens, je t'ai montré sa photo. Ils se voient en cachette. Ils ont une liaison depuis au moins 3 ans, peut-être plus. Et Théo, sa voix s'est brisée. Théo n'est pas mon fils. J'ai senti les larmes couler sur mes joues. J'ai fait un test de paternité, maman, en secret. J'ai pris un échantillon de salive de Théo pendant qu'il dormait. J'ai envoyé ça à un laboratoire. Le résultat est arrivé il y a 2 semaines. 0% de probabilité que je sois son père biologique. J'ai confronté Soraya. Elle a nié. Elle a dit que j'étais fou, que j'inventais des choses. Puis elle s'est mise en colère. Elle m'a dit que si je parlais de ça à qui que ce soit, elle me détruirait. Elle a dit qu'elle raconterait que je suis violent, que je la frappe, que je maltraite Théo. Elle a dit qu'elle prendrait tout, l'appartement, l'entreprise, tout. Et tu sais quoi, maman? Je l'ai cru, parce qu'elle est capable de tout. Mais ce n'est pas tout. Il a marqué une pause. J'ai découvert autre chose. Soraya et Karim, ils voulaient de mon argent. Ils ont monté un plan. Elle devait m'épouser, tomber enceinte et ensuite me faire disparaître. Mon sang s'est glacé. J'ai trouvé des messages, maman, sur le téléphone de Soraya. Je les ai photographiés. Ils sont sur cette clé, dans un dossier. Dans ces messages, ils parlent de moi comme d'un obstacle. Ils disent que je suis gênant, que je pose trop de questions, qu'il faut régler le problème. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je sais qu'ils veulent ma mort. Alors, si tu écoutes ça, c'est que c'est arrivé. C'est qu'ils ont réussi. Maman, ne les laisse pas s'en tirer. S'il te plaît, va voir la police. Montre-leur cette clé. Montre-leur les preuves. Ne fais confiance à personne. Surtout pas à Soraya. Je t'aime, maman. Je t'ai toujours aimée. Et je suis désolée. Désolée de ne pas avoir été plus fort. Désolée de ne pas avoir agi plus tôt. Mais maintenant, c'est à toi de jouer. Fais-leur payer ce qu'ils m'ont fait. L'enregistrement s'est arrêté. Je suis restée assise là, pétrifiée, les mains tremblantes. Mon fils, mon pauvre fils. Ils savaient qu'ils allaient le tuer. Et ils n'avaient rien pu faire. J'ai ouvert le dossier sur la clé USB, des dizaines de captures d'écran, des messages entre Soraya et Karim. Il devient trop curieux, il faut faire attention. On ne peut pas attendre plus longtemps. Après, on sera enfin libre. Toi, moi et Théo. C'est l'argent? Tout sera à nous. J'ai lu chaque message, chaque mot, chaque preuve, et j'ai compris. Soraya n'avait jamais aimé Maxime. Elle l'avait épousé pour son argent. Elle avait eu un enfant avec un autre homme. Et quand Maxime avait commencé à découvrir la vérité, elle avait décidé de l'éliminer. Le lendemain matin, je suis allée au commissariat. J'ai demandé à voir le commandant Mercier. Quand il est arrivé, je lui ai tendu la clé USB. « Écoutez ça », ai-je dit. « Et vous comprendrez. » Il a pris la clé. Il m'a regardé. « Qu'est-ce que c'est ? » « La vérité. » Il a hoché la tête. « Je vais écouter ça tout de suite. Merci. Madame Pasquier, si ce que vous dites est vrai, nous allons tout faire pour que justice soit rendue. Ce n'est pas si je dis, commandant, c'est ce que mon fils dit. Et il est mort. » Il a baissé les yeux. « Je suis désolé. Moi aussi. » Je suis rentré chez moi. J'ai attendu, le téléphone à la main, le cœur battant. 2 heures plus tard, le commandant m'a rappelé. « Madame Pasquier, nous avons écouté l'enregistrement. Nous avons vu les messages. Nous allons ouvrir une enquête pour homicide volontaire. Vous allez arrêter Soraya ? » ?»« Oui, et son complice, Karim. » « Quand ? » « Aujourd'hui même. » J'ai fermé les yeux.
J'ai senti un poids immense se soulever de ma poitrine. Merci. Non, madame, c'est moi qui vous remercie. Sans vous, sans cette clé, il s'en serait tiré. Maxime mérite justice. Et il l'aura, je vous le promets. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie. Pour Maxime, pour mon fils, qui avait été assez courageux pour laisser la vérité derrière lui. Pour mon fils qui m'avait fait confiance jusqu'au bout. Et j'ai murmuré « Repose en paix, mon chéri. Je ne t'ai pas laissé tomber. » Les obsèques de Maxime devaient avoir lieu 3 jours plus tard. 3 jours pendant lesquels je n'ai presque pas dormi, presque pas mangé. J'existais à peine. Le commandant Mercier m'avait appelé pour me tenir informé. Nous avons interrogé Soraya. Elle nie tout. Elle dit que l'enregistrement est un faux, que les messages ont été fabriqués. C'est ridicule. Je sais, mais elle a engagé un avocat, un bon avocat, Maître Blanchard. Vous le connaissez peut-être. Je connaissais ce nom. Tout le monde le connaissait. Un ténor du barreau. Celui qui défendait les riches, celui qui gagnait toujours. Et Karim? Nous l'avons placé en garde à vue. Il nie également. Il dit qu'il connaît à peine Soraya, que les messages sont sortis de leur contexte. Mais vous avez les preuves? Oui. Et nous continuons à enquêter. L'autopsie complète sera disponible dans quelques jours. Si elle révèle des signes de lutte, de strangulation, alors nous aurons des éléments solides. Et en attendant, Soraya est libre. Mon sang s'est glacé. Libre? Vous voulez dire qu'elle peut circuler? Elle ne peut pas quitter le territoire. Nous avons saisi son passeport. Mais oui, elle est libre. Nous n'avons pas encore assez pour la placer en détention provisoire. C'est incroyable. Je sais, mais c'est la loi. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Soraya était libre, et elle allait assister aux funérailles de mon fils. Le jour des obsèques, je me suis levée à l'aube. J'ai mis une robe noire, simple, sobre. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres, pas pour être belle, juste pour ne pas avoir l'air morte. J'ai pris le métro jusqu'à l'église Saint-Pierre, dans le 16e arrondissement. L'église où Maxime avait été baptisé, où il avait fait sa communion, où il s'était marié. Quand je suis arrivée, il y avait déjà du monde, des collègues de Maxime, des amis, des connaissances. Et au premier rang, près du cercueil, il y avait Soraya. Elle portait une robe noire en soie, des talons hauts, un chapeau à voilette. Elle ressemblait à une actrice dans un film. Parfaite, impeccable. À côté d'elle, dans une poussette, il y avait Théo. Il dormait, paisible, innocent. Je me suis avancée. J'ai voulu m'asseoir au premier rang, à côté d'elle, mais elle s'est tournée vers moi, et elle a dit, assez fort pour que tout le monde entende, elle n'a pas le droit d'être ici. Les gens se sont retournés. Les murmures ont commencé. Pardon? Ai-je murmuré. Vous avez très bien entendu. Vous n'avez rien à faire ici. C'est mon fils, c'était mon mari. Et c'est mon fils. Ma voix s'est brisée. Soraya s'est levée. Elle s'est approchée de moi. Son visage était dur, froid. Maxime ne voulait pas que vous soyez là. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Il me l'a dit plusieurs fois. Il en avait assez de vous, de votre présence étouffante, de vos jugements. Oh, vous mentez? Non. C'est vous qui refusez de voir la réalité. Elle s'est penchée vers moi, et elle a murmuré, juste assez fort pour que je l'entende, « Il me disait qu'il te détestait. » Ces mots que j'avais entendus au téléphone le jour où le commandant m'avait appelé pour m'annoncer la mort de Maxime. Mais là, entendre ça en face, de sa bouche, devant tout le monde, c'était insoutenable. « Ce n'est pas vrai, » ai-je murmuré, les larmes aux yeux. « Sortez, maintenant. » Non. Soraya a fait un signe. 2 hommes se sont approchés. Des amis à elle sans doute, ou des complices. « Madame, nous allons vous demander de partir, » a dit l'un d'eux. « Non, c'est mon fils, c'est mon fils. » J'ai crié, j'ai pleuré, je me suis débattue, mais ils m'ont attrapée par les bras. Ils m'ont traînée vers la sortie. Les gens regardaient. Certains détournaient que les yeux, d'autres chuchotaient. Personne n'a bougé, personne n'a dit un mot. Dehors, sous le crachin froid de mars, ils m'ont lâché. « Ne revenez pas », a dit l'un d'eux. Puis ils sont rentrés. La porte de l'église s'est refermée. Et je suis restée là, seule, dans le froid, sous la pluie, chassée des funérailles de mon propre fils. Je ne suis pas partie. Je suis restée dehors, debout, immobile. J'ai entendu la musique, les chants, les pleurs. J'ai entendu le prêtre parler de Maxime, de sa bonté, de sa générosité,
de son amour pour sa famille. Mais je n'étais pas là pour l'entendre de mes propres oreilles. J'étais dehors, exclue, effacée. Quand la cérémonie s'est terminée, les gens sont sortis. Ils m'ont vu. Certains ont baissé les yeux. D'autres ont murmuré des mots que je n'ai pas entendus. Puis le cercueil est sorti, porté par 6 hommes en costume noir. Mon fils, dans cette boîte en bois. Je me suis approchée. J'ai voulu toucher le cercueil. Juste une fois. Une dernière fois. Mais Soraya s'est interposée. Ne la touchez pas. Elle ne parlait pas de moi. Elle parlait du cercueil. Je veux juste... Non. Elle m'a regardée. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose. Pas de la tristesse, pas de douleur, de la satisfaction. Elle avait gagné. Elle m'avait tout pris. Mon fils, sa vie, sa mort, ses funérailles, tout. Le cortège est parti vers le cimetière. Je les ai suivis de loin, à pied, sous la pluie. Quand ils sont arrivés au caveau familial, j'étais là, en retrait, caché derrière un arbre. J'ai vu le cercueil descendre dans la terre. J'ai vu les gens jeter des roses blanches. J'ai vu Soraya se pencher, poser une main sur le cercueil et murmurer quelque chose. Puis elle est partie. Tout le monde est parti. Et je suis restée seule. Quand le cimetière a été vide, je me suis approchée. Je me suis agenouillée près de la tombe. J'ai posé mes mains sur la terre fraîche. « Pardon », ai-je murmuré. « Pardon de ne pas avoir été là. Pardon de ne pas t'avoir protégée. » J'ai pleuré. Longtemps. Sans retenue. Puis, j'ai sorti une petite photo de mon sac. Une photo de Maxime enfant. Il devait avoir 5 ans. Il souriait. Ce sourire que j'aimais tant. Je l'ai posé sur la terre. « Tu resteras toujours mon petit garçon. » En rentrant chez moi, j'ai reçu un appel. Le commandant Mercier. « Madame Pasquier, j'ai des nouvelles. » « Oui ?» L'autopsie complète est arrivée. Le médecin légiste a confirmé. Les marques sur le cou de votre fils ne sont pas dues à une chute. Ce sont des traces de strangulation. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Vous voulez dire? Votre fils a été assassiné. J'ai fermé les yeux. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous avons un mandat d'arrêt. Soraya sera placée en garde à vue dans les prochaines heures. Karim également. Enfin. Madame, je sais que ça ne ramènera pas votre fils, mais je vous promets que nous ferons tout pour qu'elle paie. Merci. Il y a autre chose. Quoi? Nous avons retrouvé des traces d'ADN sous les ongles de votre fils. Il s'est défendu. Ces traces correspondent à l'ADN de Soraya. Mon sang s'est glacé. Vous voulez dire qu'elle... Oui, c'est elle qui l'a tué. Avec l'aide de Karim sans doute. Mais c'est elle qui a serré. J'ai senti la nausée monter. Ma belle-fille, la femme que mon fils avait aimée, la mère de l'enfant qu'il croyait être le sien. C'est elle qui l'avait tué, de ses propres mains. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon à regarder la photo de Maxime enfant, et j'ai pensé à tout ce que j'avais perdu. Mon mari, mon fils, ma famille, tout avait disparu. Il ne me restait plus rien, sauf une chose, la vérité, et la promesse que je lui avais faite, celle de ne pas laisser Soraya s'en tirer. Le lendemain matin, j'ai allumé la télévision. Les informations. Une femme a été arrêtée ce matin dans le 16e arrondissement de Paris, soupçonnée d'avoir assassiné son mari. Selon nos informations, il s'agirait de Soraya Pasquier, 38 ans. Son complice présumé, Karim Benali, a également été interpellé. J'ai regardé l'écran. On voyait Soraya, menottée, sortir de son immeuble, entourée de policiers. Elle gardait la tête haute, le visage fermé. Elle ne pleurait pas. Elle ne montrait rien. Mais moi, je savais. Je savais qu'elle avait peur. Parce que cette fois, elle ne pouvait plus mentir. Cette fois, elle ne pouvait plus fuir. Cette fois, la vérité l'avait rattrapée. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu la force de continuer après avoir été chassé des funérailles de votre propre enfant? Auriez-vous trouvé le courage de chercher la vérité même quand tout le monde vous tournait le dos? Les semaines qui ont suivi l'arrestation de Soraya ont été étranges. J'aurais dû me sentir soulagée, victorieuse même, mais je ne ressentais rien, juste un vide immense, un trou noir qui m'aspirait de l'intérieur. Mon fils était mort, et rien ne pourrait le ramener. Ni la justice, ni la vérité, ni la vengeance, rien. Le procès a été fixé 8 mois plus tard, 8 mois pendant lesquels j'ai continué à vivre, mécaniquement, sans vraiment être vivante. Je me levais. Je préparais du café que je ne buvais pas.
Je regardais par la fenêtre. Je marchais dans l'appartement. Je me couchais et je recommençais. Encore et encore. Certains jours, je pensais à Maxime, à son rire, à ses yeux, à sa voix. D'autres jours, je ne pensais à rien. J'existais à peine. Le commandant Mercier m'appelait de temps en temps pour me tenir informé. Soraya maintient sa version. Elle dit qu'elle n'a rien fait, que c'est vous qui avez monté tout ça pour lui nuire. C'est ridicule. Je sais, mais elle a un bon avocat, et elle est convaincante. Et les preuves, l'enregistrement, les messages, l'ADN, tout ça sera présenté au procès. Mais son avocat essaie de tout discréditer. Il dit que l'enregistrement a été falsifié, que les messages ont été sortis de leur contexte, que l'ADN peut s'expliquer autrement. Comment? Il dit que Soraya et Maxime se sont disputés ce soir-là, qu'il l'a agrippée, qu'elle s'est défendue, et qu'après, il est tombé dans les escaliers, que c'était un accident. Personne ne va croire ça. Vous seriez surprise, madame. Les jurés veulent croire à l'innocence, surtout quand l'accusée est une jeune mère avec un enfant. J'ai senti la colère monter. Elle a tué mon fils. Je sais, et nous allons le prouver. Mais il faut vous préparer. Le procès ne sera pas facile. Son avocat va vous attaquer. Il va essayer de faire de vous la méchante belle-mère, celle qui n'a jamais accepté sa belle-fille. Qu'il essaie. Madame Pasquier, je vous en prie, restez calme. Ne réagissez pas. Restez digne. C'est votre meilleure arme. Digne. Ce mot résonnait en moi. Oui, je resterai digne. Pour Maxime. Pendant ces 8 mois, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai écrit. J'ai écrit tout ce que je ressentais, tout ce que je pensais, tout ce que j'aurais voulu dire à mon fils. J'ai rempli des carnets entiers, des pages et des pages de mots, de souvenirs, de regrets, de colère, de tristesse. Écrire m'a aidé à respirer, à ne pas sombrer complètement. Un jour, j'ai reçu une lettre, une enveloppe blanche, mon nom écrit à la main. Pas d'adresse d'expéditeur. J'ai hésité à l'ouvrir, puis je l'ai fait. À l'intérieur, une lettre, signée par Lucas, l'ancien assistant de Maxime. Chère Madame Pasquier, j'ai appris ce qui s'est passé. Je suis profondément désolée. Maxime était un homme bien. Il ne méritait pas ça. Je voulais vous dire quelque chose que je n'ai pas osé vous dire au téléphone. Les derniers mois, Maxime venait souvent au bureau avec des bleus, des ecchymoses sur les bras, le cou, le visage. Il disait qu'il était maladroit, qu'il se cognait partout. Mais un jour, je l'ai vu pleurer. C'était un vendredi soir. Tout le monde était parti. Je suis retournée au bureau parce que j'avais oublié mon téléphone, et je l'ai trouvé là, assis à son bureau, la tête entre les mains, en train de pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit « Lucas, je suis prisonnier. Je ne sais pas comment sortir de là. » J'ai voulu l'aider, mais il m'a dit que c'était trop tard, que c'était trop compliqué. Je regrette de ne pas avoir insisté. Je regrette de ne pas avoir appelé la police. Ou vous, ou quelqu'un. Je voulais juste que vous sachiez que Maxime était un homme bon, qu'il a essayé de se battre, mais qu'il était épuisé. Si je peux faire quoi que ce soit pour vous aider, n'hésitez pas. Avec toute ma sympathie, Lucas. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai serrée contre mon cœur, et j'ai pleuré, parce que cette lettre confirmait ce que je savais déjà. Mon fils avait été détruit, petit à petit, jour après jour, par une femme qu'il aimait, ou qu'il croyait aimer, et personne n'avait pu le sauver, pas même moi. Le jour du procès est arrivé. C'était un lundi de novembre. Le ciel était gris, il faisait froid. Je me suis levée à l'aube, j'ai mis une robe noire, simple, sobre, la même que j'avais portée aux funérailles. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis un peu de rouge à lèvres. Puis je suis partie. Le tribunal était bondé. Des journalistes, des curieux, des avocats, des policiers. Et au centre, dans le box des accusés, il y avait Soraya. Elle portait un tailleur beige, élégant, discret. Ses cheveux étaient détachés. Elle avait mis des lunettes. Elle ressemblait à une secrétaire, à une femme ordinaire. Rien à voir avec la femme froide et calculatrice que je connaissais. À côté d'elle, Karim, en costume sombre, le visage fermé. Je me suis assise au premier rang, juste derrière l'avocat de la partie civile, Maître Dubois, une femme d'une 50aine d'années, le regard perçant, la voix posée. Elle s'est tournée vers moi. « Madame Pasquier, vous êtes prête ? Oui. Rappelez-vous, restez calme. Répondez aux questions simplement.
Ne vous laissez pas déstabiliser. D'accord. Le procès a commencé. Le président du tribunal a lu l'acte d'accusation. Soraya Pasquier et Karim Ben Ali, vous êtes accusés d'avoir prémédité et commis le meurtre de Maxime Pasquier le 18 février 2024 à son domicile. Soraya n'a pas bronché. Karim non plus. Puis les avocats ont pris la parole. L'avocat de Soraya, Maître Blanchard, s'est levé. Un homme d'une 60aine d'années. Costume impeccable. Voix grave. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, ma cliente est innocente. Elle n'a jamais voulu la mort de son mari. Ce qui s'est passé ce soir-là était un accident tragique, une dispute qui a mal tourné. Rien de plus. Il a fait une pause. L'accusation va vous présenter des preuves, un enregistrement audio, des messages, de l'ADN. Mais je vais vous montrer que tout cela peut être interprété différemment, que rien ne prouve de manière certaine que ma cliente a tué son mari. Il s'est assis, puis ce fut au tour de Maître Dubois. Elle s'est levée, elle m'a regardé, puis elle a regardé les jurés. Mesdames et messieurs les jurés, Maxime Pasquier avait 43 ans. Il était père d'un petit garçon. Enfin, il croyait l'être. Il était chef d'entreprise. Il avait toute la vie devant lui. Mais il a commis une erreur. Une seule. Il a fait confiance à la mauvaise personne. Elle a pointé Soraya du doigt. Cette femme l'a épousé pour son argent. Elle l'a trompé pendant des années. Elle lui a fait croire qu'il était le père de son enfant. Et quand il a découvert la vérité, elle a décidé de l'éliminer. Nous allons vous le prouver, avec des faits, avec des preuves, avec la vérité. Elle s'est assise. Les jours suivants ont été éprouvants. Des experts sont venus témoigner. Le médecin légiste, les policiers, les techniciens, tous ont confirmé. Maxime avait été étranglé. L'ADN sous ses ongles correspondait à celui de Soraya. Les traces de lutte étaient évidentes. Puis, on a écouté l'enregistrement. La voix de Maxime a rempli la salle. « Maman, si tu écoutes ça, c'est que quelque chose m'est arrivé. » J'ai fermé les yeux. J'ai serré les poings. Les jurés écoutaient, immobiles. Quand l'enregistrement s'est terminé, il y a eu un silence. Long, pesant. Puis Maître Blanchard s'est levé. Cet enregistrement ne prouve rien. Il montre juste qu'un homme était paranoïaque, qu'il avait des soupçons. Mais des soupçons ne sont pas des faits. De plus, rien ne prouve que cet enregistrement n'a pas été modifié ou falsifié. Maître Dubois a bondi. Objection. Les experts ont confirmé l'authenticité de l'enregistrement. Objection retenue, a dit le président. Mais le mal était fait. Le doute avait été semé. Puis ce fut mon tour de témoigner. On m'a appelé à la barre. Je me suis levé. J'ai marché jusqu'au centre de la salle. J'ai posé ma main sur la Bible. Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je le jure. Maître Dubois s'est approché. Madame Pasquier, pouvez-vous nous parler de votre relation avec votre fils? J'ai pris une grande inspiration. Maxime était mon fils unique. Je l'ai élevé seul après la mort de son père. Nous étions très proches, très complices. Jusqu'à son mariage. Oui. Que s'est-il passé après son mariage? Il a changé. Il est devenu distant, triste. Il ne venait plus me voir. Il ne répondait plus à mes appels. Pourquoi selon vous? Parce que Soraya l'en empêchait. Elle contrôlait tout, ses sorties, ses relations, sa vie. Maître Blanchard s'est levé. Objection. Il s'agit d'une interprétation personnelle, pas d'un fait. Objection retenue. Maître Dubois a continué. Madame Pasquier, quand avez-vous compris que votre fils était en danger? Quand j'ai reçu la clé USB, avec l'enregistrement. Et qu'avez-vous ressenti en l'écoutant? Ma voix s'est brisée. J'ai ressenti de la peur, de la colère et du regret. Regret de ne pas avoir agi plus tôt, de ne pas l'avoir protégé. Merci, Madame Pasquier. Puis Maître Blanchard s'est levé. Il s'est approché de moi. Son regard était froid. Madame Pasquier, vous n'aimiez pas votre belle-fille, n'est-ce pas? Je répondais par oui ou par non. Non, je ne l'aimais pas. Pourquoi? Parce qu'elle faisait du mal à mon fils. Ou parce que vous étiez jalouse. Jalouse? Oui. Jalouse qu'une autre femme prenne votre place dans le cœur de votre fils. C'est faux. Vous avez essayé plusieurs fois de vous immiscer dans leur couple, n'est-ce pas? Je voulais juste voir mon fils. Vous avez même sonné chez eux à plusieurs reprises alors qu'on vous avait demandé de ne pas venir. Parce qu'on m'empêchait de le voir. Ou parce que vous ne supportiez pas de perdre le contrôle. Non? Madame Pasquier, n'est-il pas possible que vous ayez inventé tout ça? Que vous ayez falsifié cet enregistrement pour vous venger de votre belle-fille? C'est ignoble.
Répondez à la question. Non, je n'ai rien inventé. Tout est vrai. Merci, Madame Pasquier. Je n'ai plus de questions. Je suis retournée m'asseoir, tremblante, les larmes aux yeux. Maître Dubois m'a regardée avec compassion. Vous vous en êtes bien sorti, a-t-elle murmuré. Mais je ne me sentais pas bien. Je me sentais vidée, humiliée, salie. Les jours suivants, d'autres témoins sont venus. Des collègues de Maxime, des amis, des voisins. Tous ont confirmé. Maxime avait changé. Il était devenu sombre, renfermé, effrayé. Puis Lucas est venu témoigner. Il a raconté les bleus, les larmes, la phrase « Je suis prisonnier ». Les jurés écoutaient, attentifs. Puis ce fut au tour de Soraya. Elle s'est levée, elle est allée à la barre, elle avait l'air fragile, vulnérable. Ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré. « Madame Pasquier, racontez-nous ce qui s'est passé le soir du 18 février. » Elle a pris une grande inspiration. Maxime et moi, nous nous sommes disputés. Encore. Il était devenu paranoïaque. Il m'accusait de le tromper, de lui mentir. Il disait que Théo n'était pas son fils. C'était faux. Tout était faux. J'ai essayé de le calmer, mais il était hors de lui. Il m'a attrapé par le bras, fort, très fort. J'ai eu peur. Alors je me suis débattue. Je l'ai poussé. Et il est tombé. Elle s'est mise à pleurer. Je ne voulais pas. Je vous jure. Je ne voulais pas. Les jurés la regardaient. Certains semblaient émus. Et moi, je regardais cette femme, cette menteuse. Et je me suis tue. Parce que crier n'aurait servi à rien. Parce que la vérité parlerait d'elle-même. Le procès a duré 2 semaines. Puis les jurés se sont retirés pour délibérer. J'ai attendu. Des heures. Dans le couloir. Seul. Puis on nous a rappelés. Le président a lu le verdict. Soraya Pasquier, vous êtes reconnue coupable de meurtre avec préméditation. Vous êtes condamnée à 25 ans de réclusion criminelle. Karim Benali, vous êtes reconnu coupable de complicité de meurtre. Vous êtes condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Soraya s'est effondrée. Elle a crié. Elle a pleuré. Mais moi, je n'ai rien ressenti. Ni joie, ni soulagement, ni victoire. Juste un vide. Un immense vide. Parce que mon fils était mort, et rien ne le ramènerait. Les mois qui ont suivi le procès ont été étranges. J'aurais dû me sentir apaisée. Justice avait été rendue. Soraya était en prison. Karim aussi. Mais je ne ressentais toujours rien. Juste ce vide. Ce silence intérieur. Comme si une partie de moi était morte avec Maxime. Je continuais ma vie. Mécaniquement. Je me levais. Je préparais du thé. Je regardais par la fenêtre. Je marchais dans le quartier. Les gens me reconnaissèrent parfois. Ils détournèrent le regard. Ou ils me regardaient avec pitié. C'est elle, la mère, pauvre femme. Quelle histoire terrible. Je ne répondais pas. Je continuais mon chemin. Parce que leur pitié ne servait à rien. Elle ne ramènerait pas Maxime. Un jour j'ai reçu un appel, un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. « Allô? Madame Pasquier ?» Une voix de femme, jeune, hésitante. « Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Marine. J'étais une amie de Soraya. Mon cœur s'est serré. Que voulez-vous? Je voulais vous parler, si vous acceptez. Pourquoi? Parce que je savais. J'ai senti ma gorge se serrer. Vous saviez quoi? Pour Karim, pour le plan, pour tout. Mon sang s'est glacé. Vous saviez et vous n'avez rien dit? J'avais peur. Soraya me faisait peur. Elle disait que si je parlais, elle me détruirait. Vous auriez pu sauver mon fils. Je sais. Et je vis avec ça tous les jours. C'est pour ça que je veux vous parler. Pour vous dire ce que je sais. Pour que vous compreniez. J'ai fermé les yeux. J'ai pris une grande inspiration. D'accord. Où voulez-vous qu'on se voie? Nous nous sommes retrouvés 2 jours plus tard, dans un café discret, près de la gare Saint-Lazare. Marine était une femme d'une 30aine d'années. Blonde, mince, le visage marqué par la fatigue, ou peut-être par la culpabilité. Elle s'est assise en face de moi. Elle a commandé un café qu'elle n'a pas bu. « Merci d'être venue », a-t-elle murmuré. « Parlez ». Elle a pris une grande inspiration. J'ai rencontré Soraya il y a 5 ans. On travaillait ensemble dans la galerie d'art. On est devenus amis. Enfin, je croyais. Elle m'a parlé de Maxime dès le début. Elle disait qu'il était parfait, riche, gentil, naïf. Naïf. Elle a vraiment dit ça? Oui.
Elle disait qu'il était facile à manipuler, qu'il était amoureux d'elle, qu'il ferait n'importe quoi pour elle. J'ai senti la colère monter. Continuez. Puis elle m'a parlé de Karim, son ancien petit ami. Elle ne l'avait jamais quitté, même après son mariage. Ils continuaient à se voir, à coucher ensemble. Et l'enfant? Théo est le fils de Karim. Soraya le savait dès le début, mais elle ne l'a jamais dit à Maxime. Pourquoi? Parce qu'elle voulait l'argent de Maxime. Elle voulait la sécurité, la belle vie, mais elle voulait aussi Karim. Alors elle a tout fait pour avoir les deux. Et quand Maxime a découvert la vérité, Marine a baissé les yeux. Elle a paniqué. Elle m'a appelé un soir. Elle pleurait. Elle disait que Maxime savait, qu'il avait fait un test de paternité, qu'il allait la quitter, qu'il allait tout perdre. Je lui ai dit de dire la vérité, de s'excuser, de partir. Mais elle a dit non. Elle a dit qu'elle ne perdrait pas tout. Pas maintenant. Pas après avoir attendu si longtemps. Et puis elle a dit, il faut que je trouve une solution. Elle a dit ça comme ça? Oui. Et vous n'avez rien fait? Je ne pensais pas qu'elle irait jusque-là. J'ai senti les larmes monter. Mon fils est mort à cause d'elle, et vous auriez pu l'empêcher. Je sais, et je suis désolée, tellement désolée. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Elle me l'a tendue. Qu'est-ce que c'est? Des messages, entre Soraya et moi. Avant le meurtre, je les ai gardés, au cas où. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai lu. Marine, j'en peux plus. Il sait tout. Il veut divorcer. Il veut me prendre Théo. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais je ne le laisserai pas me détruire. Fais attention. Ne fais pas de bêtises. Parfois, il faut faire des choses difficiles pour protéger ce qu'on aime. J'ai reposé les messages. J'ai regardé Marine. Vous auriez dû témoigner au procès. J'avais trop peur. Mais maintenant, je suis prête. Si vous voulez que je témoigne en appel, je le ferai. Il n'y aura pas d'appel. Elle est condamnée. C'est fini. Alors pourquoi je vous ai donné ça? Pour que je sache, pour que je comprenne. Marine a hoché la tête. Je suis désolée, Madame Pasquier. Vraiment. Moi aussi. En rentrant chez moi, j'ai pensé à Soraya, à cette femme qui avait tout détruit pour de l'argent, pour un homme, pour une vie qui n'était pas la sienne. Et j'ai pensé au karma, à cette idée que la vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Les mois ont passé, puis les années. 2 ans après le procès, j'ai reçu une lettre, de la prison où Soraya était détenue. Je l'ai ouverte avec hésitation. Madame Pasquier, je sais que vous ne voulez plus entendre parler de moi. Je sais que vous me haïssez. Et vous avez raison. Mais je voulais vous dire quelque chose. Je ne m'attendais pas à ce que la prison soit comme ça. Je pensais que ce serait dur, mais je ne pensais pas que ce serait insoutenable. Ici, je ne suis personne. Les autres détenus savent ce que j'ai fait. Elles me méprisent, elles me frappent, elles crachent sur moi. Les gardiennes ne disent rien. Elles me regardent avec dégoût. Je dors seule dans ma cellule. Je mange seule, je marche seule. Personne ne me parle, personne ne me touche, sauf pour me faire mal. Je pensais à Karim. Je pensais qu'il m'écrirait, qu'il me soutiendrait. Mais je n'ai jamais reçu de lettre. Rien. J'ai appris qu'il m'a accusée, qu'il a dit que tout était mon idée, qu'il ne voulait pas, que c'est moi qui l'ai forcé. Il m'a abandonnée, comme tout le monde. Et Théo, mon fils, ma main a tremblé. Théo a été placé dans une famille d'accueil. J'ai appris qu'il ne prononce plus mon nom, qu'il ne se souvient plus de moi, qu'il m'a effacé de sa mémoire. J'ai tout perdu. Mon fils, ma liberté, ma dignité, ma vie. Parfois, la nuit, je pense à Maxime, à ce que je lui ai fait, et je me demande si j'aurais pu faire autrement. Mais c'est trop tard maintenant. Je voulais juste que vous sachiez que je souffre tous les jours, toutes les nuits, et que je sais que je mérite cette souffrance. Soraya. J'ai replié la lettre, je l'ai regardée longtemps, puis je l'ai déchirée, en petits morceaux, et je l'ai jetée à la poubelle. Je n'ai pas répondu, parce qu'elle n'attendait pas de réponse. Elle voulait juste que je sache que le karma avait fait son travail, que la vie l'avait rattrapée, qu'elle payait, chaque jour, chaque nuit. Quelques mois plus tard, j'ai appris par le commandant Mercier que Soraya avait fait une tentative de suicide. Elle avait été sauvée, placée sous surveillance. Elle est brisée, m'a-t-il dit. Complètement. Bien, ai-je répondu. Il m'a regardé, surpris. Vous ne ressentez aucune pitié? Non? Même après tout ce temps? Commandant, cette femme a tué mon fils.
Elle l'a étranglé de ses propres mains. Elle m'a chassé de ses funérailles. Elle m'a dit qu'il me détestait. Elle a détruit ma vie. Alors non, je ne ressens aucune pitié. Il a hoché la tête. Je comprends. Puis j'ai appris autre chose. Karim avait été violemment agressé en prison. Par d'autres détenus. Des hommes qui n'aimaient pas les complices de meurtre. Il avait perdu un œil. Il marchait avec une canne. Il vivait dans la peur constante. Il est devenu l'ombre de lui-même, m'a dit le commandant. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Un jour, j'ai reçu une autre lettre, de Marine. Chère Madame Pasquier, je voulais vous donner des nouvelles de Théo. J'ai réussi à le localiser. Il vit maintenant avec une famille d'accueil près de Lyon, une famille aimante, stable. Il ne se souvient pas de Soraya. Il ne se souvient pas de Karim. Mais il se souvient de Maxime. Il parle souvent de son papa. Il dit qu'il était gentil, qu'il lui lisait des histoires, qu'il le faisait rire. Il a gardé la petite voiture en bois, celle que vous lui aviez offerte. Il dort avec tous les soirs. Je me suis dit que vous aimeriez savoir, Marine. J'ai pleuré en lisant cette lettre, des larmes douces, apaisantes, parce que Théo se souvenait, parce qu'une partie de Maxime vivait encore, dans la mémoire d'un petit garçon. Un petit garçon qui n'était pas son fils, biologiquement, mais qu'il avait aimé comme un père. 3 ans après le procès, j'ai reçu un appel du commandant Mercier. Madame Pasquier, j'ai une nouvelle. Oui? Soraya a été retrouvée morte dans sa cellule ce matin. Mon cœur s'est arrêté. Comment? Suicide? Elle s'est pendue avec ses draps. J'ai fermé les yeux. D'accord. Vous allez bien? Oui. Madame, je sais que c'est compliqué. Mais, vous ressentez quelque chose? J'ai réfléchi. Est-ce que je ressentais quelque chose? De la joie? Non. Du soulagement? Non. De la tristesse? Non. Rien. Juste ce même vide. Non, commandant. Je ne ressens rien. Je comprends. Elle a choisi sa vie. Elle a fait ses choix. Et elle a payé le prix. C'est vrai. La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Ce soir-là, je suis allée au cimetière, sur la tombe de Maxime. Je me suis agenouillée. J'ai posé ma main sur la pierre froide. C'est fini, mon chéri, ai-je murmuré. Elle est partie. Karim est brisé. Justice a été rendue. Je ne sais pas si tu peux m'entendre. Je ne sais pas s'il y a quelque chose après. Mais, si tu m'entends, sache que je t'ai vengé. Pas par haine, pas par colère, mais par amour. Parce que tu méritais la vérité, tu méritais la justice. Et maintenant, je peux enfin te laisser reposer en paix. J'ai embrassé la pierre, puis je suis partie. Pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti quelque chose se relâcher en moi. Une tension, une douleur, une colère. Tout ça s'est évaporé. Et j'ai compris. La justice ne ramène pas les morts. Mais elle permet aux vivants de continuer, de respirer, de vivre. Elle m'avait traité de folle. Elle m'avait chassée. Elle m'avait humiliée. Mais des années plus tard, j'ai vu ce même regard vide dans les yeux de ceux qui l'avaient de connu en prison. Ce regard qui disait « Elle a tout perdu ». La vie finit toujours par rendre ce qu'on lui donne. Et Soraya a reçu ce qu'elle avait semé. 5 ans ont passé depuis la mort de Maxime. 5 ans depuis ce jour terrible où tout s'est effondré. 5 ans pendant lesquels j'ai appris à vivre avec l'absence, avec le vide, avec le silence. Je suis toujours dans le même appartement, à Neuilly-sur-Seine, avec vue sur le parc. Les arbres ont grandi, les saisons ont passé, les gens ont changé. Mais moi, je suis toujours là, un peu plus vieille, un peu plus sage, un peu plus silencieuse. J'ai 73 ans maintenant. Mes cheveux sont blancs, mes mains tremblent parfois, mes genoux craquent quand je me lève, mais je suis encore là, vivante, malgré tout. Tous les dimanches, je vais au cimetière. Je m'agenouille devant la tombe de Maxime. Je pose des fleurs fraîches, des pivoines blanches, ses préférées. Je lui parle, je lui raconte ma semaine, mes promenades, mes lectures, mes pensées. Parfois, je pleure, d'autres fois, je souris, parce que je me souviens des bons moments, de son rire, de ses yeux, de sa voix. Et je me dis que même si sa vie a été courte, elle a été belle. Pendant 43 ans, il a été mon fils, mon trésor, ma lumière, et personne ne pourra jamais me l'enlever, pas même la mort. Il y a quelques mois, j'ai reçu une lettre de l'assistante sociale qui s'occupe de Théo. Madame Pasquier, Théo a maintenant 7 ans. C'est un petit garçon joyeux, curieux, intelligent. Sa famille d'accueil l'adore. Il pose souvent des questions sur son père, sur Maxime.
Il veut savoir qui il était, ce qu'il aimait, comment il était. Sa famille d'accueil m'a demandé si vous accepteriez de le rencontrer. Juste une fois, pour lui parler de son père. Je comprendrais si vous refusiez, mais je me suis dit que je devais vous le proposer. Bien cordialement, Madame Leclerc. J'ai lu cette lettre 10 fois, puis j'ai pleuré. Parce que Théo voulait savoir, parce qu'il se souvenait, parce qu'une partie de Maxime vivait encore en lui. J'ai accepté. 2 semaines plus tard, je suis allée à Lyon, dans un petit café près de la place Bellecour. Madame Leclerc m'attendait, une femme d'une 50aine d'années, le regard bienveillant, le sourire chaleureux. Madame Pasquier, merci d'être venue. Merci à vous de m'avoir contacté. Théo est avec sa famille d'accueil. Ils attendent dehors. Vous êtes prête? Oui. Elle est sortie. Quelques minutes plus tard, elle est revenue, avec un petit garçon, Théo. Il avait grandi, beaucoup. Ses cheveux noirs étaient bouclés. Ses yeux sombres brillaient de curiosité. Il me regardait, timide. « Bonjour » ai-je murmuré. « Bonjour » a-t-il répondu d'une petite voix. « Je m'appelle Ethel. J'étais la maman de ton papa. » Ses yeux se sont illuminés. « Vous connaissiez papa Maxime ?»« Oui, c'était mon fils. »« Alors, vous êtes ma mamie ?» Mon cœur s'est serré. « Oui, je suppose que oui. » Il a souri. Un grand sourire. « Je peux m'asseoir à côté de vous ?»« Bien sûr. » Il s'est assis. Il a posé ses petites mains sur la table. « Vous pouvez me parler de papa Maxime ?»« Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir ? Est-ce qu'il était gentil ? Très gentil. Est-ce qu'il m'aimait ? Ma voix s'est brisée. Oui, il t'aimait plus que tout au monde. Même si je ne suis pas vraiment son fils, j'ai senti les larmes monter. Qui t'a dit ça ? Les grandes personnes. Elles parlent parfois. Elles pensent que je n'écoute pas. Mais j'écoute. Théo, écoute-moi bien. Ton papa t'aimait. Biologiquement, vous n'étiez peut-être pas liés. Mais dans son cœur, tu étais son fils, son seul fils. Alors pourquoi il est parti ? Parce que, comment expliquer ça à un enfant de 7 ans ? Comment lui dire que sa mère biologique a tué l'homme qui l'élevait ? Parce que parfois, les grandes personnes font des erreurs, de très grosses erreurs. Et ton papa, il en a payé le prix. Il me manque. À moi aussi. Théo a sorti quelque chose de sa poche. La petite voiture en bois, celle que je lui avais offerte pour son premier anniversaire. Je l'ai gardée. Je dors avec tous les soirs. J'ai souri à travers mes larmes. Il avait la même quand il était petit. Exactement la même. Vraiment ? Oui, il l'adorait. Alors c'est comme si un peu de lui était avec moi. Oui, c'est exactement ça. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai raconté Maxime enfant, Maxime adolescent, Maxime adulte. Je lui ai raconté son rire, ses passions, ses rêves. Je lui ai raconté comment il aimait tremper ses tartines dans son chocolat chaud, comment il lisait des livres jusqu'à tard dans la nuit, comment il voulait être libre. Théo écoutait, les yeux grands ouverts, buvant chaque mot. Et j'ai compris quelque chose. En parlant de Maxime, je le faisais revivre, pas dans ce monde, mais dans le cœur de cet enfant. Et c'était peut-être ça, l'immortalité. Pas vivre éternellement, mais rester vivant dans la mémoire de ceux qu'on aime. Quand il a été temps de partir, Théo m'a serré dans ses bras. « Merci, mamie est-elle. Merci à toi, mon petit. Je peux vous revoir ? Oui, si tu veux. Je veux. » Il est parti avec sa famille d'accueil, et je suis restée là, debout, à le regarder s'éloigner. Ce petit garçon qui portait en lui une partie de Maxime. Ce petit garçon qui était la preuve que l'amour est plus fort que le sang. Depuis ce jour, je revois Théo 1 fois par mois. Nous nous promenons dans les parcs, nous allons au musée, nous prenons des goûters dans des cafés. Je lui raconte des histoires sur son père. Et lui, il me raconte sa vie, ses amis, son école, ses rêves. Il veut devenir architecte. Comme son père voulait construire sa propre entreprise. Il veut créer, bâtir, laisser une trace. Et quand il me dit ça, je vois Maxime en lui. Pas dans ses traits, pas dans son apparence, mais dans son âme. Dans sa manière d'être, dans sa manière de voir le monde. Parfois, les gens me demandent comment je fais. Comment je fais pour continuer après avoir perdu un enfant ? Et je leur réponds toujours la même chose. On ne se remet jamais vraiment de la perte d'un enfant. Mais on apprend à vivre avec. On apprend à porter cette douleur, à la transformer. La douleur ne disparaît jamais complètement, mais elle change. Elle devient plus douce, plus supportable. Et un jour,
On se réveille et on se rend compte qu'on peut à nouveau sourire, qu'on peut à nouveau rire, qu'on peut à nouveau vivre. Pas parce qu'on a oublié, mais parce qu'on a accepté. J'ai appris beaucoup de choses ces 5 dernières années. J'ai appris que la vie est fragile, que rien n'est acquis, que tout peut basculer en un instant. J'ai appris que la justice ne guérit pas, qu'elle apaise peut-être, mais qu'elle ne ramène pas les morts. J'ai appris que le pardon n'est pas toujours possible, et que c'est normal. On n'est pas obligé de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. On est juste obligé de continuer à vivre. Pour soi, pour ceux qu'on aime, pour ceux qui nous ont aimés. J'ai aussi appris que le karma existe, pas comme une force mystique, pas comme une punition divine, mais comme une conséquence naturelle. Les gens qui font du mal finissent toujours par en payer le prix. Pas toujours de manière spectaculaire, pas toujours de manière immédiate, mais toujours. Soraya a payé, Karim a payé. Non pas parce que je l'ai voulu, mais parce que la vie a son propre sens de la justice. Il y a quelques semaines, j'ai commencé à écrire un livre sur Maxime, sur notre histoire, sur ce que nous avons vécu, pas pour me venger, pas pour blâmer, mais pour témoigner, pour que d'autres femmes qui traversent des situations similaires sachent qu'elles ne sont pas seules, pour que d'autres mères qui ont perdu un enfant sachent qu'on peut survivre, pour que d'autres personnes qui ont été trahies sachent que la vérité finit toujours par éclater. J'ai intitulé ce livre « La petite voiture en bois », parce que cette voiture, ce petit objet insignifiant, est devenu le symbole de tout ce que j'ai vécu, le symbole de l'amour d'un père pour son enfant, le symbole de la transmission, le symbole de la mémoire, le symbole de l'espoir. Hier soir, j'étais assise dans mon salon, une tasse de thé entre les mains, à regarder par la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient, les arbres du parc se balançaient doucement dans le vent. Et j'ai pensé à Maxime, à son sourire, à sa voix, à son rire. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri. Un vrai sourire. Parce que j'ai compris. Il n'est pas vraiment parti. Il est là, dans mon cœur, dans mes souvenirs. Dans les mains de Théo qui sert sa petite voiture en bois tous les soirs. Il est là, dans les leçons que j'ai apprises, dans les mots que j'écris, dans les histoires que je raconte. Il est là, et il le sera toujours. Alors si vous m'écoutez aujourd'hui, si vous avez suivi mon histoire jusqu'au bout, sachez ceci, la vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, elle ne le sera jamais, mais elle a un sens qu'on ne voit pas toujours, un sens qu'on ne comprend pas toujours, mais qui existe. Et ce sens, c'est l'amour qu'on donne, l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on transmet. Tout le reste n'est que bruit. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à voir les signes, à écouter son intuition, à protéger ceux qu'elle aime, alors tout cela aura eu un sens. Si mon histoire peut aider, ne serait-ce qu'une mère à continuer après avoir perdu un enfant, à se lever le matin, à mettre un pied devant l'autre, à respirer, alors tout cela aura eu un sens. Si mon histoire peut rappeler à ne serait-ce qu'une personne que la vérité finit toujours par éclater, que le mensonge a des jambes courtes, que le karma existe, alors tout cela aura eu un sens. Je m'appelle Ethel Pasquier. J'ai 73 ans. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon fils, mais je n'ai pas perdu l'espoir, je n'ai pas perdu la foi, je n'ai pas perdu ma dignité, et je n'ai surtout pas perdu l'amour, parce que l'amour ne meurt jamais. Il se transforme, il grandit, il devient sagesse. Maxime, mon chéri, où que tu sois, sache que je t'aime, que je t'aimerai toujours, et que je n'oublierai jamais. Le petit garçon qui me regardait avec ses grands yeux clairs, l'adolescent qui voulait être libre, l'homme qui a tout donné pour protéger la vérité. Tu es mon héros, tu resteras toujours mon héros. Et vous, qui m'écoutez, merci. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci de m'avoir donné votre temps, votre attention, votre compassion. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Parfois, une histoire sauve une vie. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt. Ethel a posé son stylo. Elle a refermé son carnet. Elle a regardé par la fenêtre. Les arbres du parc dansaient dans le vent. Les oiseaux chantaient. La vie continuait. Et elle aussi.